L'année suivante, une grande épidémie de choléra frappe la capitale. Millet, craignant pour ses enfants et supportant de moins en moins la ville, prend la décision de quitter Paris. Où diable pourrions-nous bien aller établir notre campement? Demanda Millet à son ami Jacques. Moi, vous savez, je ne connais que Gruchy. Allons du côté de Fontainebleau, rétorqua Jacques. Il y a aux environs un charmant petit hameau dont le nom finit en zon. Il paraît que le pays y est admirable. Installant pour la nuit leur famille à Fontainebleau, Jean-François Millet et son ami prirent la route à travers la forêt. Et c'est par le chemin dit de la Porte aux Vaches qu'ils atteignirent enfin Barbizon. Ensemble de fermes donnant sur une rue unique où les canards barbotaient au milieu des flaques d'eau, le village de Barbizon était peuplé en majorité de paysans, mais aussi de bûcherons, carriers ou charbonniers. Jean-François Millet fut tout de suite enthousiaste. Il retrouvait ces paysans du Cotentin au travail, son vrai domaine, celui de son cher Gruchy, et redevenait le Jean-François qui aidait son père dans les travaux des champs. Il alla chercher sa femme et ses 3 enfants. Et c'est d'abord à l'auberge Gann qu'ils descendirent. Gann était le nom de l'épicier aubergiste qui accueillait et nourrissait les peintres déjà nombreux de ce pittoresque village, dont Diaz de la Penna, mais aussi des sculpteurs comme Carpeau, Barry, Taine, l'historien, ou Honoré Daumier, le dessinateur. Il faut dire que Barbizon, au milieu du XIXe siècle, était déjà un refuge pour une colonie d'artistes, en majorité peintres paysagistes, tels Théodore Rousseau, le peintre des Hautes-Futaies et des Clairières, qui, déçus par l'enseignement de l'école des beaux-arts et les refus des jurys des salons, avaient décidé d'aller saisir la nature chez elle, et dont Jean-François Millet sera considéré comme l'un des chefs de file. Millet se mit à la recherche d'un logement et s'installa dans une petite ferme de paysans. La première œuvre sortie des méditations de Barbizon est le Semeur. Pour peindre ce paysan au geste biblique, Millet a fait appel à sa mémoire en plaçant son personnage dans l'un des champs abrupts de son village natal. Il y associe une autre composition, les Buttlers, cette fois inspirée des plaines qui entourent Barbizon. Mais cette fois, comparé au succès du Vanneur, la critique se montre moins enthousiaste. Napoléon III est à présent au pouvoir et sonne le retour des conservateurs pour qui le paysan n'a pas sa place dans le monde supérieur de l'art. Les 2 tableaux de Millet sont donc interprétés en termes purement idéologiques et jugés trop socialistes. Querelle de salon bien vaine, car Millet n'était pas un moraliste, et encore moins un politicien. Il écrira à Censier, un ami fonctionnaire rencontré quelques années plus tôt à Paris. Au risque de passer encore plus socialiste, je vous avouerai, mon cher Censier, que c'est le côté humain qui me touche le plus en art. Je n'ai jamais eu l'idée de faire un plaidoyer politique. Je suis un paysan. La situation financière de Millet est des plus catastrophiques. Il a maintenant 4 enfants. Pour survivre, il conclut un accord avec son ami Censier, devenu par la force des choses son agent. Censier lui fournira toile et éventuellement argent, en échange de peinture, de pastels, mais surtout de dessins. Les dessins, tout comme les eaux fortes, vont alors devenir pour Millet une source de revenus qui l'aideront à subsister durant les années de misère. Car Millet est avant tout un dessinateur. Le dessin est pour lui un rêve aperçu et aussitôt fixé. Il les effectue en moins d'1 heure, alors qu'un tableau peut lui prendre des années. Peintre d'intuition, Millet considère en effet ses toiles comme jamais terminées. Ses œuvres, réalisées en atelier, ne sont que l'aboutissement d'un travail intellectuel fondé sur une mémoire visuelle prodigieuse. C'est à cette époque qu'il se lie d'amitié avec Théodore Rousseau. Une amitié indéfectible qui durera jusqu'à la mort de ce dernier. On sait que Rousseau achetait secrètement des toiles de son ami pour l'aider à subvenir à ses besoins. Et pourtant, malgré toutes ces difficultés, Millet poursuit son combat d'artiste indépendant. Au salon de 1853, il présente le repas des moissonneurs, qui, bien que jugé d'un aspect encore trop brutal, vaut à Millet une première consécration, une médaille de 2e classe. À l'exposition universelle de 1855, son paysan greffant un arbre reçoit un assez bon accueil, mais ne trouve pas d'acquéreur. Présenté au salon de 1857, un nouveau tableau de Millet va encore une fois déchaîner la presse conservatrice. Jean Rousseau du Figaro voit derrière les glaneuses se silhouetter les pics des émeutes populaires et les échafauds de 1793. Critique bientôt relayée par Paul de Saint-Victor dans la presse. Les 3 glaneuses ont des prétentions gigantesques. Elles posent comme les 3 parcs du paupérisme. Ce sont des épouvantails en haillons. Montrer des glaneuses pauvres et misérables, exclues d'une moisson qui se déroule en arrière-plan, ne peut qu'encourager les conservateurs à considérer que Millet, décidément, s'acharne à plaider la cause de la misère paysanne.
Ces glaneuses sont péniblement vendues. Millet a 42 ans, il est criblé de dettes.